On prend un autre verre? Non. Est-ce que tu peux prendre un moment au boulot pour m'expliquer ça? Non. On peut se voir plus souvent? Je peux t'appeler en dehors des heures de bureau? Je peux te demander un service? Est-ce que je peux annuler pour ce soir? Je peux te toucher? On peut se parler là tout de suite? Tu peux rentrer plus tôt ce soir? Maintenant, quand je dis non ou non merci, la plupart du temps, je me sens vraiment bien. Quand je dis oui, j'ai l'impression de bien agir. Si je dis non, j'ai peur de choquer. J'ai l'impression que je vais forcément décevoir si je dis non. Dans mon esprit, en tout cas. Et ça me met terriblement mal à l'aise. J'ai bien senti que j'allais pas bien, mais je savais pas pourquoi. On peut dire que chacun est confronté à ce défi. Gérer ses besoins personnels tout en tenant compte des autres. Personne n'y échappe. Pour une personne extérieure, je pense qu'il est très important de comprendre que ce phénomène n'est pas une maladie psychique au sens classique. Il faut plutôt le voir comme un symptôme. Et la cause de la souffrance est ensuite à chercher dans le degré d'intensité de ce comportement ou de ce symptôme. Il faut savoir quelles en sont les conséquences. Mais là où je veux en venir, c'est qu'on dit souvent oui ou non, plus souvent oui d'ailleurs, par réflexe, en réponse à une question. Soit parce que c'est plus poli, parce que c'est la réponse qui va faire plaisir à l'autre, soit parce que c'est celle que l'autre attend. J'ai grandi dans le sud de la Nouvelle-Zélande. C'est un pays très chaleureux. Les gens sont toujours très amicaux, toujours prêts à aider. Et c'est aussi une culture où on a fortement tendance à tourner autour du pot. On n'aborde jamais vraiment un problème de front, par peur d'être blessant. On n'aime pas faire de vagues. Alors, quand je suis arrivée en Allemagne, j'ai eu un choc. Tout le monde me paraissait grossier. Je regardais faire mes amies. Quand on leur proposait un verre ou qu'on les abordait, elles n'avaient aucun mal à mettre tout de suite les points sur les i, à se débarrasser de la personne. Je me demandais, mais comment elles font? Ça me paraissait magique. Je voyais comment les gens se parlaient ici, et à mesure que j'ai mieux compris l'allemand et la culture allemande, j'ai commencé à m'interroger. Qu'est-ce qui me bloque, moi, et pas les autres? Ils font ce qu'ils veulent. Ils disent non ou oui, ils avancent dans la direction qu'ils ont choisie, et je suis la seule à rester coincée. Comment ça se fait? Est-ce que c'est la barrière de la langue, la différence de culture? Qu'est-ce qui m'empêche de me comporter comme tout le monde ici? Qu'est-ce qui me retient? Parce que j'avais l'impression que tout le monde était capable d'aller de l'avant, d'aller vite, alors que moi, je faisais du surplace. Si je devais décrire mon approche en tant que photographe, je dirais que je suis là sans être là. J'ai un certain talent pour me fondre dans le décor quand je prends des photos.
Quand je discute avec quelqu'un, c'est rare que la conversation porte sur moi. Je préfère que le projecteur soit braqué sur les autres. Ça me convient beaucoup mieux. Je crois que je dis trop souvent oui et que je consacre trop de temps à écouter les souffrances ou les problèmes des autres. En gros, je passe beaucoup de temps avec les autres. J'aime dépenser de l'argent pour les autres. Bref, je me mets en quatre pour faciliter la vie des autres. Je pense que c'est un comportement qui s'est installé au fil de mes déménagements. Mes pérégrinations ont commencé avec la séparation de mes parents. À partir de ce moment-là, j'ai déménagé à peu près tous les 3 ans. À chaque fois, je changeais de ville, d'environnement, de cercle d'amis, je changeais d'école. Ça veut dire ne jamais se poser nulle part, ne pas avoir un véritable chez-soi, un ancrage ou un point de repère fixe. La conséquence, c'est que j'ai pas pu me confronter à moi-même. Et j'avais pas de point de référence. Quelqu'un qui me dise « là, ça suffit » ou « là, c'est bien comme ça ». J'ai pas appris à fixer cette limite, à trouver la bonne mesure entre ce qu'on doit faire pour soi et ce qu'on doit faire pour les autres. Je pense que ça m'a un peu manqué, oui. Dans ce phénomène du « je ne sais pas dire non », on retrouve souvent le fait de ne pas savoir prendre ses distances vis-à-vis des émotions et des désirs des autres. Et en général, il en résulte une activité très soutenue. Je suis toujours là pour les autres, je fais beaucoup de choses, je me lance dans plein de projets et j'aide les gens. Et donc, on peut aussi comprendre ce comportement comme une surcompensation. C'est quelque chose qui peut consolider l'estime de soi. Je suis toujours serviable, dans ma vie privée comme dans ma vie professionnelle. En fait, j'ai toujours envie d'aider. Ça me rassure. Ça veut dire être aimé, désiré, être nécessaire. Ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Ça a peut-être l'air idiot, mais ça me rend heureuse. Dans mon métier, on est soumis à une pression assez forte. Je dirais même très forte. Pendant les 8 heures qu'on passe au travail, on a l'impression d'être constamment sous tension. Quand on a fini de s'occuper des patients, on est content. Parce que là, on peut décompresser un instant. On peut souffler. Alors, dire non à une collègue pour la remplacer au pied levé ou quitter son poste, même si c'est juste pour aller aux toilettes, c'est toujours du stress ou une pression continue. Mais c'est une pression qu'on s'inflige à soi-même, parce que tout ne peut pas être parfait tout le temps. Je suis sous pression tous les jours pour préserver l'image que j'ai de moi-même. Pour me sentir épanouie. Ou peut-être pour ne pas trop douter de moi-même. Il y a des types de personnalités qui vont avoir plus de difficultés à dire non. L'un de ces types, par exemple, c'est celui que j'appelle l'aidant. C'est pas un terme technique, c'est simplement pour qu'on comprenne bien. Il correspond à des personnes qui n'ont pas appris à réguler en quelque sorte leur estime de soi. C'est-à-dire qu'au lieu de savoir au fond de soi qu'on est quelqu'un de bien, qu'on a de la valeur, qu'on est apprécié, estimé, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous répète en permanence « Bravo, tu assures ». J'ai jamais eu beaucoup de soutien de la part de ma famille. Mon père me rabaissait très régulièrement et il était très souvent vexant.
Je n'ai jamais reçu l'estime ou l'attention dont a besoin un enfant de 6, 8 ou 10 ans, ou même un adolescent, et qui permet de se sentir valorisé. Alors j'ai dû les chercher par moi-même. Il paraît que c'est très difficile, vous allez rire, de me dire non. Je dirais que dans ma famille, la question des limites est très problématique. Mon père, surtout, a beaucoup de mal à respecter les limites. La première chose, c'est que je n'avais pas de chambre. Apparemment, c'est important d'avoir son espace à soi. C'est quelque chose qu'il m'a fallu apprendre et je travaille toujours là-dessus. Et quand j'ai eu ma chambre à moi, je n'avais pas le droit de fermer la porte. Si je le faisais, si j'exigeais de la fermer, j'avais toujours droit à des représailles sous une forme ou une autre. Mon père avait des accès de violence destructrice quand il était en colère, au point de faire un trou dans la porte une fois. Ce trou existe toujours d'ailleurs. C'est une histoire assez drôle. Ma mère avait arrangé ça avec des autocollants. Des stickers en forme d'étoile. Elle en avait recouvert le trou. Voilà notre façon de régler les problèmes. Un traumatisme, c'est vivre une situation qui menace notre existence. Et dans ces cas-là, on réagit de façon primaire, selon des mécanismes qui se sont quasiment inscrits en nous au cours de l'évolution. Soit on prend la fuite, soit on est pétrifié. Et le traumatisme peut faire qu'on ne sent plus vraiment ses propres limites, parce que quelqu'un les a trop lourdement outrepassées, ou a peut-être violé notre intimité corporelle. Dans ce cas, on ne sait plus où se trouvent les limites et comment les défendre. Parfois, c'est le sentiment de culpabilité qui domine. On a l'impression d'être privilégié et donc de ne pas avoir le droit de revendiquer quoi que ce soit ou de tenir compte de ses propres besoins, de ses propres désirs. J'ai toujours l'impression que pour moi, tout va bien. Je me dis tout le temps, c'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Tu dois pas montrer de faiblesse. Je crois que si les femmes ou les personnes qui s'identifient au genre féminin ont du mal à fixer leurs propres frontières corporelles, c'est parce que on nous a appris que les besoins des autres passaient toujours avant les nôtres. Les femmes ne sont pas éduquées comme les hommes. On nous apprend à être obéissantes, à nous taire. Mon problème en tant qu'homme, dans le fait de dire non, ou plutôt dans le fait de ne pas le dire, c'est que d'une certaine façon, on admet qu'on est faible. Il est peut-être plus difficile pour une femme d'imposer ses besoins au sein de sa famille ou de son couple, et de ne pas toujours faire passer d'abord les autres ou les besoins des autres. Et pour un homme, il est plus difficile de demander de l'aide à son entourage et de dire « j'ai besoin de quelque chose de ta part », du fait de cette pression de devoir être toujours à la hauteur. Ce que je redoute le plus dans ce genre de situation, c'est d'être rejeté et de décevoir. Ça m'affecte énormément. Ça me touche trop. Et même si c'est totalement inutile, et que j'en suis parfaitement conscient, j'arrive pas à le signifier à l'autre. Du coup, je dis « D'accord, merci, je te laisse faire ». Mais je lui dirai jamais ce que je ressens vraiment.
La première chose, c'est que je dis toujours oui à tout. Et j'essaie de m'arranger, de faire plaisir aux gens. Et je suis très oublieuse de mes propres besoins. Parce qu'en fait, je ne les détecte pas. Je ressens pas les émotions sur le champ. C'est comme ça pour tout ce qui concerne le corps chez moi. Je ne ressens pas la faim assez tôt. Je ne sens pas le besoin de repos. Il faut toujours que je pousse plus loin, même quand je suis complètement épuisée, ce qui fait que je suis toujours au bord du burn-out. Rationnellement, je sais qu'il faut exprimer ses désirs, mais si je le fais, c'est toujours de façon très agressive. Parce que c'est la seule façon que je connaisse de gérer les conflits. Et ça débouche sur des disputes. Je suis devenue quelqu'un de très strict. Je suis d'abord très stricte en tant que professeur et je le suis aussi en tant qu'employeur. J'exige beaucoup des autres parce que j'exige beaucoup de moi-même. J'ai grandi dans une famille où les limites n'existaient pas. Je n'avais absolument aucune prise sur ce qui m'arrivait et sur ce qui se passait autour de moi. Je crois que c'est ce qui m'a amenée à vouloir toujours tout contrôler. Je ne peux pas aborder un problème ou un conflit sans colère. Et ça aussi, je le tiens certainement de mon enfance. Je ne savais pas où la diriger. Évidemment, ça implique beaucoup de travail sur soi. Mais il n'est jamais trop tard. Ce n'est pas quelque chose d'inné. C'est un comportement qu'on a acquis. N'importe quelle femme peut être calme et détendue, et en même temps en colère et protectrice. Aujourd'hui encore, je fais des petites choses pour me libérer. Je dirais que grandir, c'est en partie réussir à dire non à ses parents quand ils vous font pas du bien. Un beau corps, capable de tuer de colère, mais détendu et calme. J'ai dit non pour la première fois au moment de la grève des soignants. Je me suis beaucoup interrogée à ce sujet. J'ai dû me faire violence parce qu'il y avait toujours cette voix dans un coin de ma tête qui disait « Non, il faut que tu t'occupes des patients, tu as des soins à faire. » C'était très difficile pour moi, comme une sorte de combat intérieur. Je savais que je faisais quelque chose de bien, le but était légitime, mais j'avais l'impression de le faire malgré moi. Ça m'a donné de la force, y compris dans ma vie privée. C'était comme un premier petit pas. Et la première fois que j'ai vraiment dit non dans ma vie privée, c'est quand je me suis enfin séparée du père de ma fille. C'était une relation assez compliquée. On s'est quittés, puis remis ensemble 2 ou 3 fois. Et à chaque fois, j'ai dit « Oui, allez, on se redonne une chance. D'accord, on réessaye. » Et à un moment donné, il a fallu que je mette un terme à tout ça. J'ai eu beaucoup de mal à le faire, et ça reste des moments forts de ma vie. Mais avec le recul, je regrette rien. C'est la meilleure décision que je pouvais prendre. Ma fille a 3 ans et demi. Et elle entre dans l'âge de la rébellion. Que je dise non ou rien, c'est pareil. C'est le boycott total. Quand je dis non, j'essaie de me justifier, de lui expliquer pourquoi je dis non. Ça me coûte de lui dire. Mais je sais bien que je dois le faire. Parce qu'on ne peut pas toujours dire oui aux enfants. Mais ça me fait bizarre.
Quand un parent ne sait pas dire non à son enfant, il peut se produire ce qu'on appelle en psychologie la parentification. Ça veut dire que les responsabilités sont inversées. Les enfants se chargent de tâches qui relèvent plutôt des parents, par exemple prendre des décisions, réguler les émotions, consoler l'autre, tout ce qui appartient normalement à la sphère parentale. Et quand les parents n'arrivent pas à dire suffisamment non, tout ça se déplace et tombe dans la sphère de l'enfant. Ce qu'on va faire dans le mini-exercice suivant, c'est féliciter le non de quelqu'un. Parce qu'on a vu aujourd'hui à quel point c'est difficile de dire non et de fixer des limites à quelqu'un. Ça demande de la force, parfois du courage, mais aussi de la vulnérabilité. C'est vraiment super quand ils commencent à intégrer la chose et à la pratiquer. C'est drôle de les voir faire, comme des oisillons qui quittent le nid. Bravo! T'as vu comme tu l'as rembarré? T'as vu ça? Quand on est dans une situation où on est sous pression, où on est tendu ou qu'on se sent dépassé, on va avoir tendance par réflexe à dire oui. Mais il faut se dire qu'on a le droit de demander du temps. On se le doit à soi-même. Et si ça embête la personne que vous disiez « ça te va si je réfléchis un peu ?» ou « peut-être plus tard », c'est que c'est sans doute quelqu'un que vous n'allez pas apprécier de toute façon. C'est un processus d'apprendre à dire non. Je dirais que c'est comme un petit caillou qui se met à rouler. Au début, c'est des toutes petites choses. Aujourd'hui, c'est encore difficile pour moi au quotidien de m'imposer et de dire non. Mais dans l'ensemble, j'ai fait des progrès. Et j'ai bon espoir de continuer dans cette voie. Désolée. Cool. J'essaie de faire comprendre aux gens que ça me convient pas, bien sûr. Mais c'est pas toujours évident. En ce moment, je suis très introverti, très antisocial. Et ça me pèse énormément. Lentement mais sûrement, je suis en train de comprendre ce qui se passe en moi. Mais il va me falloir du temps, c'est certain. Cette métaphore de la frontière et du non, finalement, c'est quelque chose qui a une forte connotation guerrière. Elle ne rend peut-être pas tout à fait compte de ce qui est en jeu dans les relations humaines. Il ne s'agit pas tant de savoir fixer des limites, mais plutôt de dire, avec la personne qui est en face de moi, on réfléchit ensemble, on tâche de construire des visions communes sur ce qu'on souhaite et sur la forme qu'on veut donner à notre relation.